Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu es actuellement. Aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet que j'ai abordé précédemment. Donc, je vais aborder ces sujets et je vais te demander de rester jusqu'à la fin parce que je vais aussi te dévoiler une expérience incroyable, horrible qui m'est arrivée aujourd'hui. Franchement, tu vas pas le croire. La conséquence de cet étrange phénomène qui m'est arrivé, voilà le prix que je suis en train d'en payer. Mais bon, bref, tu restes jusqu'à la fin parce que c'est très important et je vais vraiment avoir besoin de ton opinion. Donc, ici, je vais aborder le sujet de ce qu'on appelle, voilà, d'une pensée confinée. C'est dû par rapport à une vidéo que j'ai publiée précédemment. Ça va apparaître là ou là où je vais te montrer à travers un commentaire qu'un monsieur, je sais pas, qu'un monsieur ou bien qu'une femme a commenté sous la vidéo, je vais te montrer la parfaite manifestation de ce qu'on appelle une pensée confinée, une pensée qui a été endoctrinée à pouvoir penser d'une manière par rapport aux éléments qu'on est en train de te mettre, qu'on est en train de mettre en avant, en fait. Je vais partager ma vidéo et tu verras à quel point que c'est vraiment horrible, quoi. Voilà. C'était sur cette vidéo, tu vois. Pourquoi la France veut faire couler du sang avant de quitter le Sahel, tu vois. Et puis, tout en dessous, j'ai le commentaire de Leblin Godelanay 238. Donc, je suppose que c'est un homme parce que c'est je sais pas moi, un sobriquet ou un peu connotation un peu gangster. Mais bon, bref. Donc, voici ce qu'il dit. Il dit que la France, comme l'Europe, n'a absolument pas intérêt que le Sahel soit déstabilisé afin d'éviter des afflux de réfugiés et des attentats sur le sol. Retiens bien ça. Et c'est à partir de là maintenant que je vais débattre par rapport à justement cette politique française et pourquoi est-ce que beaucoup de Français, comme tout Français moyen qui se respecte, est complètement, je dirais bien, ignorant et complètement inéduqué et complètement désinstruit sur la politique de la France à l'international. La France, comme l'Europe, comme dit ces messieurs, n'a absolument pas intérêt à ce que le Sahel soit, soit déstabilisé afin d'éviter des afflux de réfugiés et des attentats sur son sol. Donc, l'afflux du migrant. Maintenant, moi, je tiens à dire, et je profite maintenant de ça pour rebondir maintenant pour faire ce sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la politique d'immigration en France toujours, a toujours été voulue. C'est-à-dire, la France a toujours voulu qu'il y ait une déstabilisation en Afrique afin d'avoir un afflux massif d'immigrants. Tout Français moyen qui n'a pas vraiment voyagé, qui ne connaît même pas ce que les réalités des anciennes colonies françaises, quand je leur dis ça, on me traite de tous les mots. Et pourquoi? Parce que la France a permis à ce qui a permis ou bien mène dans sa politique de déstabilisation de l'Afrique. Qu'est-ce qui lui pousse à faire cela? Ben, c'est parce que simplement, ça lui permet de faire des retenues, ça lui permet de retenir des cerveaux, ça lui permet de retenir ce qu'on appelle la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qui va servir dans ces usines. L'immigration manuelle plutôt que l'immigration du cerveau est la fondation même de la politique principale même française. Après, je dis bien, après les deux guerres mondiales. C'est à cause de ce qui a été voulu,
c'est à cause c'est à cause de ce qui a été choisi. Tout cela a été savamment orchestré, ficelé par l'oligarchie française. Et malheureusement, euh, notre génération ici, ou bien même la génération passée, qui regarde tous ces marketing mensongers comme vient de le poster le monsieur sous ma vidéo, hein, le marketing mensonger ou bien la propagande des Zemmour, Marine Le Pen et autres. Donc, les gens croient qu'effectivement, oui, l'afflux des immigrants, c'est le plus grand problème de la France, alors que ça n'en est pas le cas. Et pour cela, on va remonter l'histoire. Dans les années 70, l'élite française a dit, en France, on n'a pas besoin de cerveau. On veut que des pétines, on veut que des travailleurs. Et donc, la France est allée chercher dans les anciennes colonies des gens qui n'étaient pas, des gens qui n'étaient pas éduqués. Ils ont sélectionné que ceux qui n'étaient pas éduqués par rapport aux grosses têtes, par rapport au cerveau. Et il était extrêmement difficile à l'époque, en tout cas pour quelqu'un de très éduqué, qu'il soit subsaharien, voire même portugais, espagnol, italien et autres. Bon, on se limite ici, on se limite ici un peu en Afrique parce que si on parle d'Afrique, donc très difficile pour une personne qu'il soit, euh, attends, excuse-moi. Donc, il était vraiment très difficile pour une personne subsaharienne ou maghrébin d'obtenir un visa de travail pour venir en France afin d'exercer des professions, une profession par exemple intellectuelle. On ne te donnait pas des visas. Ce qu'on voulait, c'est des ouvriers qui viennent travailler par exemple dans l'industrie Renault, des ouvriers qui viennent travailler par exemple dans l'industrie Peugeot, des ouvriers dans le nucléaire, des ouvriers dans le BTP, des ouvriers, bref, tout un tas de secteurs, l'alimentation et autres. La France s'est refusée carrément à intégrer des gens qui réfléchissaient. Donc, il y avait déjà cette scission dans le choix de pouvoir choisir qui doit venir immigrer ou pas. Mais non, l'argument, c'était de dire quoi? La France n'a pas besoin de cerveau. Et ça, je vous dis, et quand je suis en train de te parler, ça, je parle de la période d'après les deux guerres qu'on a appelées les 30 glorieuses. Et tu peux même voir, même le graphe de S&P 500, le graphe de toute action, de toute entreprise qui était cotée sur la bourse, ben, les graphiques étaient toujours croissants, quoi. Pourquoi? L'Europe était complètement à terre, l'Europe était complètement détruite et il fallait tout construire, tout construire. Donc, l'élite à l'époque se disait que, donc voilà, la France, c'était nous. En France, c'est nous qui dominons, on sait réfléchir. Donc, on a des ingénieurs, on occupe des postes de direction, à haut commandement. Par contre, on manque par exemple de la main-d'œuvre. Par contre, on manque d'ouvriers dans les usines parce que la demande était énorme. Il y avait un déficit énorme par rapport à la demande sur tous les secteurs industriels parce qu'il fallait, ben voilà, simplement reconstruire l'Europe. Ceci dit, ils ont dit, donc, au lieu de ramener des gens qui savent réfléchir, tout ce que la France a besoin, c'est des gens qui savent travailler docilement avec leurs mains. Ainsi donc, la France a développé une politique où il fallait simplement importer des immigrés, des grés, je dis bien des grés ou des forces. Et c'est à cause même de cette politique que
le traité de Lisbonne pour la création de l'Union européenne par rapport à la politique dont l'Union européenne, enfin, par rapport à la politique dont les États membres de l'Union européenne devraient mener dans la zone membre européenne, dans le secteur de l'éducation, ils se sont dit qu'on a besoin simplement des 10% des gens qui savent français et les 90 autres pourcents, il faut les maintenir bas. Il faut les maintenir bas. Et c'est sur ça qu'a été bâti, qu'a été construit, qu'a été ficelé l'éducation dont tu es en train de voir aujourd'hui, qui est complètement en, en décadence totale. Le traité de Lisbonne, 1992 ou 1994, c'est sur Internet. Ce n'est pas quelque chose de caché. C'est sur Internet. Va le lire. Et quand je parle que la politique française avait décidé qu'il fallait importer des immigrés des gré ou des forces. Et quand je parle de force ici, c'est-à-dire quoi? Qu'il fallait déstabiliser économiquement certaines zones par la création, par exemple, du franc CFA, par exemple, des anciennes colonies, du franc CFA, qu'il fallait créer des guerres et qu'il fallait financer le terrorisme pour qu'il y ait un afflux massif des gens qui quittent leur pays d'origine et qui viennent en Europe. Même un cerveau, c'est-à-dire un homme intellectuel dans son pays, qui fuit son pays, pour la France, par exemple, était obligé de se soumettre à cette politique d'assimilation voulue par la France. Parce que l'élite française se disait quoi? OK, tes diplômes du pays, hein, euh, obtenus avec mention, très bien ou excellence, peu importe, ne servent à rien. Tu as fui ton pays, donc le plus important pour toi, c'est de pouvoir survivre. Ce qui veut dire que tu as intérêt à accepter tout ce qu'on te donne comme métier ici pour pouvoir survivre. Tes diplômes ou, je ne sais pas, tu es sorti cadre et que tu veux exercer dans une fonction, dans une entreprise ici en tant que cadre. Non, 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 non. Tu te limites en bas, tu restes en bas, tu nous laisses au-dessus. Voilà, c'était l'immigration. La population française, même à l'époque, d'après les deux guerres, il y a énormément de millions de personnes perdues. Il n'y avait pas la main-d'œuvre. Où est-ce qu'il fallait chercher cette main-d'œuvre pour venir faire tourner les usines? La France avait déjà sa solution. Parce qu'avec la colonisation, ben voilà, il avait toute une foule de main-d'œuvre comme ça qui coulait dans les forêts, qui coulait dans les beaux jardins d'Afrique. Voilà comment a été la prolongation de ce que moi j'appelle la politique gaulliste. La politique gaulliste qui voulait que, ben, voilà, que les anciennes colonies soient toujours maintenues soient toujours déstabilisées économiquement, financièrement, de telle sorte que la France vienne se servir gratuitement des richesses minières, aille transformer cette richesse minière en France et puis venir le vendre 10 fois, 20 fois plus cher pour que ces gens soient des consommateurs. Mais bon, ils ont eu leur indépendance, hein, De Gaulle a donné leur indépendance. On ne va pas faire en sorte que tous ces gens, il n'y a que la France qui n'a pas voulu ça, viennent nous embêter en France. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trier, on va trier, on va les bloquer là, on va les bloquer là. Mais il ne faut pas les libérer, il ne faut pas qu'ils se sentent libérés, il ne faut pas qu'ils se sentent, qu'ils se soient trop confortables pour pouvoir jouir de leur liberté. Il faut toujours les maintenir dans un certain seuil. C'était ça la politique gaulliste. Et pour ça, pour que cette politique marche, il fallait mettre sur le pouvoir des larbins, des gouverneurs noirs qui serviraient que les intérêts français au détriment du peuple. Et c'est lui qui n'obéissait pas. De Gaulle, avec son ami Foucault, s'est chargé de pouvoir finir avec la personne. Et il a fallu maintenant plus tard qu'un certain groupe d'élite puisse pouvoir réfléchir comment est-ce qu'il fallait améliorer maintenant, comment est-ce qu'il fallait améliorer
cette politique de Gaulle. Et c'est ce que je veux pouvoir expliquer ici. En général, tu verras que beaucoup de gens, beaucoup d'immigrés, qu'est-ce qui s'est passé? S'est retrouvés en France, qui ne savaient ni lire, ni écrire. Et je parle de la génération de nos parents, hein, de ceux qui ont entre euh, génération 40-50. Hein, génération 40-50. Donc, à force de ces tri qui a été fait parce qu'ils veulent la main-d'œuvre, ils veulent des gens qui ne réfléchissent pas, des gens qui ne lisent pas. Voilà ce qu'a été l'immigration, choisie par l'oligarchie française. C'est comme ça, nos anciens parents se retrouvent ici, grâce à la volonté de la France. Maintenant, tu t'attends à quoi quand tu as cette politique d'immigration d'analphabète? C'est quoi l'évolution potentielle de cette immigration? C'est bien beau d'entendre tout ce qu'on est en train de te rabâcher à la télé par Éric Zemmour, voire même comment ça s'appelle, Marine Le Pen et autres. C'est très beau d'entendre ça, tous les consorts. Et en parlant encore de tous ces gauchistes, socialistes et autres. Et ils ne fait que te jeter la poudre aux yeux. Mais ils te disent jamais où est-ce que ça a commencé. Et c'est ça, voilà pourquoi je te demande de rester jusqu'à la fin. C'est ça que je vais te montrer. Les archives sont là. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils confinent ton esprit pour simplement diriger toute ton attention, tout ton focus sur un autre angle, tout en ignorant les autres angles du puzzle. Naturellement, tu connais déjà les conséquences de cette immigration qui a été choisie et voulue par la France. Et ces mêmes conséquences dont les politiciens que je viens de te citer s'en servent pour pouvoir faire leur campagne politique. Et toi, maintenant, tu es là assis, tu penses que, ah oui, ils ont raison, c'est vraiment ça, hein, là, c'est vraiment ça le vrai problème de la France ici. Maintenant, voilà comment on réussit à confiner ta pensée sur une seule façon de pouvoir calibrer les choses. Alors que le vrai problème de la France se trouve ailleurs, comme par exemple la politique monétaire, la gestion des budgets, l'impôt, les taxes. Il y a énormément de problèmes par là. Étrangement, il n'y a qu'en France où toutes les campagnes électorales ne sont que basées, fondées que sur l'immigration. Et tu trouves cela normal. Les vrais problèmes ne sont même pas abordés. On ne les aborde même pas. Et d'ailleurs, toute personne, hein, tout candidat qui a essayé de mettre sur table tous les sujets sensibles, par exemple, de la vraie politique, on sait déjà par rapport déjà à l'euro même déjà, qui est déjà un vrai problème, qui a asphyxié la France au détriment de l'Allemagne, cette personne est soit shadow ban, enfin, je dis shadow banni, hein, médiatiquement shadow banni, ou soit, qu'est-ce qui se passe? Ben, cette personne, on l'écarte tout simplement de la scène politique. Et pour ça, on va essayer de le coller, par exemple, des scandales sur la personne. On va essayer, par exemple, de lui mettre un groupe de LGTB ou bien le féminisme et ou consorts qui vont raser la réputation du gars et puis voilà, on n'entend plus parler. Hein? La politique d'immigration française a été savamment inventée. Donc, cette crainte, soi-disant, dont on nous rabâche sans cesse à travers le média des grands chemins par rapport aux immigrants qui traversent la mer Méditerranée ou les immigrants qui logent sur la Seine à Paris. Voilà, il faut savoir que tout ça a été voulu, tout ça a été choisi. La banlieue et tous les mots que tu entends dont certains osent même prononcer devant les jeunes de banlieue ou la racaille ou ces genres de trucs et autres.
Mais il faut savoir que ça a été voulu par les élites, l'oligarchie. Et comme je l'ai dit, ben voilà, le français moyen est tellement endoctriné qu'il ne pense plus. Je l'ai dit ça dans une vidéo. Quand tout le monde se met à penser de la même manière, ben ça veut dire que personne ne pense plus. Et sur cette chaîne, comme je le dis toujours, je t'invite souvent à être dans la neutralité. Pour pouvoir connaître la vérité, je t'ai toujours invité à pouvoir consulter l'histoire avant de croire à quoi que ce soit qu'on te vend par les médias des grands chemins. Chaque média de grand chemin que tu es en train de voir, de visionner tout le temps sur la télé et autres, il faut savoir qu'il est sponsorisé par un oligarque. Tous les médias sont dirigés par des oligarques. Tous les présidents élus, soi-disant démocratiquement, en France, ce sont des pions de ces lobbies, de cette oligarchie. L'État profond, c'est l'État profond qui choisit qui est-ce qu'il va mettre au pouvoir. Et on te fait croire que tu es en train de voter. Pour comprendre ce qu'est les élections françaises, il faut aller voir ce qui se passe en Afrique. C'est pareil. Sauf que ben, la différence, c'est qu'en Afrique, on essaye, euh, la corruption est tellement visible que, ben, voilà, que les candidats ne craignent même rien, en fait. Parce qu'ils savent que, ben voilà, ils ont le sponsoring de l'Occident, de l'OTAN. Mais ici, tout est bien ficelé. Tout est bien, c'est-à-dire l'architecture même des élections, mais tout est bien ficelé de telle sorte que tu ne comprenais rien. Tout ce que tu vois, c'est que, waouh, ce sont des élections démocratiques. Mais c'est des foutaises. Leur candidat est déjà choisi à l'avance. La gauche ou la droite, c'est comme un aigle avec une aile gauche et une aile droite. Tu crois que tu es en train d'élire une personne de gauche ou bien une, euh, une personne de droite, mais en réalité, tu ne fais qu'élire la même personne. Hein? Et ça tombe bien. Et pour ça, je vais te demander d'attacher ta ceinture parce que nous allons justement remonter le temps aux origines de l'immigration et les conséquences futures telles que nous les connaissons tous aujourd'hui. Et cette propagande dont on est en train justement de te faire croire. Pour ça, je vais te partager une vidéo. Simple, on va remonter aux archives. Bon, je vais voir comment est-ce que je vais faire ça. En espérant que... C'est simple, hein, tu fais comme moi. Euh, donc, je vais te partager, je vais te partager l'écran. Voilà. Pour ça, ce qu'on va faire, je vais aller dans YouTube. Je vais cliquer Francis. Je vais cliquer, attends, je vais cliquer Francis. Oui. Ça, je te montre pour que toi ici, tu en fasses Bouygues. Bouygues. Voilà. Et voilà, tu vois, Francis Bouygues Immigration. Voilà. Voilà. Et ce sont des archives de l'INA. Je n'ai pas envie d'aller sur l'INA parce que à partir du moment où je publie leurs vidéos, YouTube va me bloquer. Ça, c'est clair. Donc, je n'ai pas envie de ça. J'ai choisi, mais toi, en l'occurrence, tu peux aller dans les archives de l'INA et tu verras ce qui a été dit. Donc, voilà, nous allons suivre justement Francis Bouygues sur son immigration, son propos sur l'immigration. Voilà, on suit. Au cours des années 70, les entrées d'immigrés et de leurs familles atteignent un niveau record. Excuse-moi, attends, je dois juste faire un petit réglage.
Patienter. Les aléas du direct, hein, désolé. Les aléas du direct. Voilà. Voilà. En revenant maintenant. euh, OK. Au cours des années 70, les entrées d'immigrés et de leurs familles atteignent un niveau record. Plus de 220 000 entrées par an, essentiellement des Portugais, Marocains ou Algériens. L'État essaye tant bien que mal de maîtriser ces flux migratoires, mais ils obéissent surtout à la loi du marché, l'offre et la demande. Et la demande reste forte. Les patrons sont satisfaits de leurs services. Exemple, Francis Bouygues, entrepreneur parisien, qui employait à l'époque dans son personnel 80% d'immigrés. Les étrangers sont des gens qui ont beaucoup de qualités. Et ils ont une qualité fondamentale, pour moi employeur, qui a toute ma sympathie, c'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler. Et à la base, ce sont des gens très courageux. Par contre, ils ne parlent pas notre langue, ils ne sont pas tellement qualifiés, et puis ils viennent avec une idée en tête, c'est d'amasser un pécule, et de nous quitter quand ils auront un pécule suffisant. Donc, ça n'est pas une main-d'œuvre stable, et c'est une main-d'œuvre que nous ne pouvons pas former, et nous n'avons pas l'espoir que si nous la formons, nous pourrons la conserver. Alors, maintenant, revenons maintenant à nos moutons. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu viens d'entendre ce que Francis Bouygues, en 1969, disait? 1969, à peine une génération. Voilà un monsieur, Francis Bouygues, qui trouvait que, ben voilà, que c'était un problème, que les immigrés viennent à l'époque travailler en France et puis retourner chez eux. Des immigrés qui viennent et rentrent chez eux. Lui, il dit que ce n'est pas normal. Alors qu'on sait que l'immigration, à la place, un immigré, c'est ça. À la base, c'est tout à fait normal de venir quelque part et pour ensuite retourner chez toi. Tout immigré censé, toute personne censée veut être parmi les siens, dans sa culture, dans sa religion, euh, dans sa famille, avec les siens. Et c'était ça les schémas d'immigration à l'époque. Et c'est là même, ceci même me fait penser parce que si je fais cette vidéo, si j'ai montré cette vidéo, c'est parce que c'est grâce à l'Observateur, la chaîne de l'Observateur, tu peux aller suivre. Bon, lui, il explique ça dans un autre contexte, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et c'est grâce à lui que j'ai retrouvé cette vidéo. Donc, mais bon. Et tu comprends que à l'époque, il n'y avait pas question de regroupement familial, qui d'ailleurs, voilà, aujourd'hui d'ailleurs, et aujourd'hui, enfin aujourd'hui même, depuis que ça a été choisi, est vraiment la conséquence de cette immigration choisie. Donc, les gens venaient, ils étaient dans des foyers, dans des centres d'accueil, ils travaillaient dans les usines, hein, qui étaient déjà en pleine boom, parce que n'oublie pas, nous sommes dans les temps glorieuses. Donc, les personnes étaient payées, ils envoyaient un peu d'argent, comme tout immigré, à la famille, hein. Tu envoies un peu d'argent et ça permettait de pouvoir nourrir ta famille pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire même 6 mois. Ils payaient leurs factures, leurs charges ici en France, des taxes aussi. Et à côté de ça, il leur restait quand même de l'épargne pour pouvoir justement bâtir des projets plus tard au pays. Parce qu'il faut savoir que le niveau de vie en France à l'époque, dans les années 70, c'était vraiment comparable au niveau de vie qu'à la Suisse aujourd'hui. La France et la Suisse étaient comparables. Donc, un niveau de vie vraiment prospère.
Donc, les immigrés s'est constitué un pécule et partaient investir dans leur pays, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, au Portugal, Espagne, autres, en construisant, ça peut être une ferme, ça peut être une maison, ça peut être des magasins, des commerces ou faire des petits business. En tout cas, tout ce qui permettait vraiment à la famille de pouvoir vivre de manière décente, en fait. Les deals étaient gagnant-gagnant pour tous. Et les immigrés rentraient chez eux parce que ça ne les intéressait pas du tout de rester en France. Parce que ça ne fait pas partie de leur culture. C'était pas leur religion. C'était pas leur tradition. C'était pas leur pays. Le deal était que, voilà, c'est simple, c'est clair. Ben voilà, écoute, euh, tu viens travailler. Enfin, tu viens travailler en France. On te paye ta PQ, ou bien ton PQ, ou je ne sais pas, ta PQ, et tu rentres chez toi à partir du moment où tu estimes que, voilà, c'est bon, c'est satisfaisant pour toi, j'ai réuni la somme que tu veux, et tu retournes dans ton pays. Et le jour où tu te sentiras encore prêt à revenir encore travailler, tu fais ta demande encore de visa, et tu revenais, tu travailles jusqu'à une certaine époque, et puis tu étais libre de partir. Et tout le monde était content. Et bizarrement, un bon après-midi, tu as euh, Monsieur Francis Bouygues, hein, après avoir mangé sûrement du bon camembert et bien siroté du Beaujolais, s'élève au nom du patronat français, au nom de toute l'industrie française à l'époque. Et qu'est-ce qu'il dit? Comme tu viens de suivre la vidéo, non. Le fait que ces immigrés rentrent chez eux, j'interprète, hein, je ne vais pas dire mot par mot, ça, c'est un problème. Ils rentrent chez eux avec leur pécule qu'on leur paye. Non, nous, on veut les garder. Comme ça, ils vont consommer ici. Certes, ils ne sont pas qualifiés. Il faut leur apprendre, il faut leur former. Comme ça, ils vont s'intégrer ici. Regarde. Et maintenant, c'est toi maintenant qui vas venir dire dans les commentaires que non, c'est parce qu'il ne veut pas, que la France ne veut pas qu'il y ait des réfugiés ici, qu'il y ait des immigrés ici. Non, je vais encore te partager une autre vidéo. Sois clair. Aujourd'hui, on va vraiment remonter le temps. Attends, je vais te partager une autre vidéo. Désolé, c'est les aléas du direct, mais bon, tu comprends, hein? Avec une main handicapée, c'est pas facile. Donc, je vais partager. On va aller chercher encore une autre vidéo. Et là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre le côté maniaque qu'avaient déjà ces Français. Voilà, je suis sur YouTube, hein, tu vois, Francis Bouygues, tu cherches. Ah, voilà. C'est cette deuxième vidéo. Bon, on laisse d'abord passer la publicité. Lotus Moltonel, avec des coussinets ultra absorbants pour un plaisir moelleux. Pour prendre soin de vous et de votre famille. Lotus, le bien-être au quotidien. Francis Bouygues est entrepreneur de travaux publics et il emploie dans son entreprise environ 80% de main-d'œuvre étrangère sur les chantiers. C'est une excellente main-d'œuvre parce qu'elle est jeune, elle est très solide physiquement, elle est extrêmement courageuse, mais elle ne parle pas le français pour sa grande majorité et elle n'est pas suffisamment qualifiée. Alors si nous voulons pouvoir avoir une action de qualification auprès de ces gens-là, il faut qu'on puisse les intégrer socialement. Alors si on veut pouvoir les intégrer socialement, ces hommes, pour qu'ils s'intègrent à la vie économique et sociale, il faut qu'ils puissent fonder une famille, il faut qu'ils aient la possibilité de se marier et d'avoir des enfants. Donc là où le problème est difficile pour le travailleur étranger, c'est de pouvoir s'implanter en France et d'y fonder une famille. À partir du moment où le travailleur étranger s'implante en France et fonde une famille, le problème est pratiquement résolu et il est tout à fait différent. Valéry Giscard d'Estaing comblera les vœux de Francis Bouygues en promulguant la loi du regroupement familial en 1975.
la République se sent généreuse. Les travailleurs immigrés peuvent faire venir leurs femmes du pays. Leurs enfants, futurs OS, deviendront tous français. En attendant, il faut bien les loger. Mais où? Voilà. Voilà. C'est là, en ce moment, maintenant, je vais maintenant te dire, maintenant, de mettre pause. Oh, 7h48 sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez. ah oui, désolé. Maintenant, je vais maintenant te demander de mettre maintenant pause et maintenant de réfléchir. Réfléchis maintenant. Tu as vu d'où vient le problème d'immigration. Voilà comment l'élite, je dis bien l'élite perverse française, de par leur lobby, a eu l'ingénieuse idée de créer ce qu'on sait communément aujourd'hui, le regroupement familial. Pour les plus naïfs qui pensent que le regroupement familial est une bonne chose, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose pour pouvoir aider les immigrés, patati patata, des trucs comme ça, afin qu'ils puissent ramener leur famille, et leurs enfants et avoir une vie normale. Sache que tu te trompes. Tu te trompes énormément. Le regroupement familial dont tu as vu, qui a été promulgué par Valéry Giscard en 1975, n'avait qu'un seul objectif. C'est piéger les immigrés pour les empêcher de rentrer chez eux. Va lire la vidéo. Va visionner la vidéo. Parce qu'une fois que tu as ramené la famille ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu ne peux plus être dans un foyer ou bien aller louer une chambre lorsque tu étais seul et que tu travaillais dans les usines. Tu es obligé maintenant de prendre quoi? Un appartement. Tu es obligé maintenant de prendre quoi? Une maison, en tout cas plus spacieuse, et qui va encore te coûter maintenant plus cher. N'oublie pas, à l'époque, les niveaux de vie en France étaient comparables à celles de la Suisse. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu scolarises les enfants, tu ramènes ta femme, ta famille, et tout ça, ça te coûte excessivement cher parce que tu vis en France de manière permanente. Au moins, avant, qu'est-ce qui s'est passé? Tu envoyais, disons, par exemple, 1500 francs, et qui était d'ailleurs qui était d'ailleurs une somme assez énorme. Tu envoies cet argent au pays, les autres vivaient comme des rois. Maintenant qu'ils vivent maintenant avec toi en France, tout est plus cher. La nourriture, l'école, l'éducation, voilà ce qu'on nous a encore rabâché. Ok, l'éducation est gratuite. Quoi? L'éducation gratuite? Mais à quel prix? Le logement, il faut s'habiller. Pas seulement toi, mais aussi ta famille. Donc, tu imagines les gars qui arrivaient à épargner un tout petit peu, se retrouvent maintenant avec un problème où son pouvoir d'achat devient de plus en plus, enfin, son pouvoir d'achat devient de plus en plus inférieur. Il devient faible. Et voilà comment est-ce que la boucle est bouclée. Voilà comment est-ce que l'étau du piège se referme sur lui. Et les conséquences, beaucoup s'en sont rendus compte très vite. Et ont même voulu quitter. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quand tu veux quitter et que tu t'aperçois que tes enfants, pourquoi tu veux quitter? Parce que, de un, quand je parle de conséquences, hein, conséquences sociales, spirituelles, culturelles, tous ces genres de trucs, tes enfants ne sont pas acceptés, ils sont moqués, ils sont insultés, et beaucoup, rien qu'à cause de ça, déjà, ça je te parle sans compter de la discrimination, du racisme et autres, rien qu'à cause de ça, beaucoup voulaient rentrer. Maintenant, sauf que, comment est-ce que tu veux rentrer si tes enfants sont à l'école? Ils ont commencé à apprendre des nouveaux codes.
Ils ont appris à parler français, à s'intégrer malgré l'environnement hostile. Donc, le retour au pays n'était plus presque possible. Et surtout aussi qu'il y avait aussi des guerres, de l'instabilité dans leur pays d'origine. C'était ça l'idée. Parce qu'à partir du moment où on te fait venir, ils savent qu'il y aura toujours des rebelles qui vont essayer de fuir. Mais quand tu veux fuir et que tu sais que dans ton pays encore, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des guerres, il y a des terroristes, il y a la corruption énorme. Avec le larbin, ces gouverneurs qui servent les intérêts français, des gouverneurs, voire des gouverneurs africains qui servent les intérêts français. Comment est-ce que tu vas faire? Tu te dis retourner encore là, ou c'est encore plus pire, ou rester encore ici, ou voilà, c'est pire, mais ben, voilà, ici, bon, les enfants sont un peu déjà habitués, quoi. Alors, voilà, vaut mieux se sacrifier. Maintenant, comment est-ce que veux-tu retourner quand tu sais que, ben voilà, tes enfants sont aussi déconnectés aussi de la réalité de ton pays d'origine? Parce qu'ils sont déconnectés, parce qu'ici, ils sont intégrés des forces, même s'ils ne sont pas acceptés. Ne crois pas Bon, je parle de la majorité, il ne faut pas me parler des exceptions ici, hein. Et le pire encore, c'est que même dans leur pays d'origine, ils sont encore rejetés. Le Maghrébin, l'Algérien qui va te parler du wesh wesh ou des trucs comme ça, tu crois qu'il est accepté là-bas, dans son pays d'origine? Non, il ne parle pas la même langue, hein. Ils ne parlent pas la même langue. Ils n'ont pas la même vision. Voilà comment les cocktails Molotov explosent. Et tu te retrouves dans cet engrenage, tu es complètement foutu. C'est ça le piège. Le piège. L'étau. Quand on dit Francis Bouygues et euh, et tout le capitaliste français vicieux et pervers aux immigrés. C'est ça le piège qu'on leur a tendu. Et le président Giscard, à l'époque, tu as bien entendu la vidéo, en 1975, a simplement, ben voilà, voté une loi et par un tour de magie, influencé les autres députés à pouvoir aussi, ben voilà, voter à l'unanimité. Quand je dis influencer, n'oublie pas, c'était des lobbies d'ailleurs. C'est tous les patronats français, lobbies, influencer des gens qu'on place au pouvoir, qui vont voter des lois en faveur de nos business, en faveur de nos entreprises. Chrétien, c'est ça. Influencer. Et il faut savoir qu'en tant qu'immigré, si tu es immigré, en général, bon, pour Français, hein, parce que je vois aussi beaucoup de Français à l'étranger, mais ils comprennent ça. Ceux qui vivent en France ne peuvent pas comprendre ça. Il faut savoir que quand tu es en général immigré, il faut savoir qu'en général, tu es détesté de part et d'autre, dans le pays qui t'accueille et dans ton pays d'origine aussi. Pourquoi? Ben, parce que simplement, on n'a pas les mêmes codes. Les réalités vécues de part et d'autre sont totalement différentes que tu n'as même plus la vision, la façon de voir les choses. Eux, de l'autre côté aussi, pensent, te traitent différemment, pensent que tu es devenu, en fait, que tu n'es plus le leur, en fait, en réalité. Tu vois. Voilà. Maintenant, dis-moi, quand c'est prétendu dit que non, la politique de la France n'a pas intérêt à ce que le Sahel soit déstabilisé, c'est des conneries. Et à cause de cette politique qui a été votée par Giscard, influencée par l'élite politique, et ça a été la prolongation de tout ce qu'on appelle l'opération Barkhane. L'opération Barkhane n'est que la suite de ce que Giscard et Francis Bouygues et ses amis ont dû voter. Pourquoi? Il fallait maintenant financer les terroristes parce qu'il faut savoir que l'opération Barkhane, c'est la France qui a obligé à ce que le président du Mali à l'époque, je ne sais plus, Amadou Toumani Touré, puisse signer
le document comme quoi le Mali autorise, ordonne à l'armée française de pouvoir siéger, de pouvoir débarquer là-bas au Mali afin de pouvoir combattre le terrorisme. Il est venu signer les documents là-bas à Paris. Les preuves sont là. Aujourd'hui, c'est visible. Il y a même des images qui sont là. Je ne vais pas le faire parce que voilà, ça va prendre énormément du temps. La France a incité. C'est-à-dire, on l'a obligé, tiens, signe là, dit que notre armée va venir. Et résultat de course, ils arrivent là-bas soit 10 ans pour combattre les terroristes, et après 10 ans, 15 ans, niet, zéro. L'opération Barkhane coûte aux contribuables français 2 millions d'euros par jour, si je ne me trompe pas, 2 millions d'euros par jour. Et ils s'exhortent avec quoi ça nous coûte cher, de toute façon, ouais, ça vous coûte cher. Mais tout ce que vous êtes en train de voler, c'est ça qu'on n'oublie pas de dire. Ils sont là, malgré ça, le terrorisme n'a jamais pris fin. À partir du moment où l'État va commencer à dire, bon, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, écoute, comme vous n'arrivez pas à finir ça, c'est que vous pouvez retourner chez vous. Qu'est-ce qu'il fait? Ils vont encore activer, à travers la Légion d'honneur, ils vont encore activer ces rebelles qui vont foutre du bordel de telle sorte qu'à pouvoir dissuader le gouvernement de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir dire, oh non, finalement, rester. Et quand la France reste, ben, voilà, ils sont là. Tout est en stand-by. De temps en temps, tu attends des petites excursions des rebelles qui ont tué quelques-uns et la France va dire, OK, ça va, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Et puis, les choses se calment. Mais les choses ne finissent jamais avec tout autant de munitions. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à en finir avec ces terrorismes que eux-mêmes ont sponsorisé, que eux-mêmes ont provoqué en attaquant la Libye, en allant éliminer Kadhafi. Obama avec son ami Sarkozy. Ils savaient cela. La DGSE, le renseignement militaire français, a prévenu à l'époque l'Élysée, c'est Sarkozy qui est au pouvoir. Ils ont prévenu Sarkozy des conséquences que ça allait avoir si ils allaient provoquer une guerre en Libye. La DGSE avait déjà vu loin. Ça allait engendrer, ben voilà, en forçant, en donnant, ils partent donner des armes aux rebelles. Et ce sont ces mêmes armes sophistiquées qui se retrouvent maintenant au Sahel. La DGSE a prévenu. Il dit ça va enclencher tout un tas de réseaux terroristes du désert de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est. A tout prévenu. Mais tu sais quoi? L'Élysée a dit niet, on s'en fout. Parce qu'ils avaient des plans obscurs, ils savaient. 2 millions d'euros par jour, mais tu sais combien est-ce qu'eux se faisaient? Fois 100. Tout ce qu'ils voulaient dans le territoire, mais de manière cette fois-ci gratuite. C'est fois 100. Quelque chose qui te coûte 2 millions d'euros, mais lui, il est en train de gagner, par exemple, 2 milliards d'euros. Bon, c'est comme ça. C'est du business. Mais ces genres de trucs, on ne va pas te les dire ça dans les mêmes. Aujourd'hui même, j'ai remarqué, il y a une tendance cette année, c'est que certains politiciens et autres disent, oh, c'est que d'autres pensaient tout bas. Mais ils le disent de manière plaisantin et autres, et ça passe. Mais même la France n'arrive pas à comprendre la supercherie, quoi. Et on va te faire croire que non, c'est grâce à l'impôt que la France finance voilà, l'opération Barkhane. C'est faux, c'est grâce à l'argent du vol. Ils savent combien est-ce qu'ils sont en train de gagner énormément de manière gratuite. Quand tu es habitué au vol, tu as vu, l'histoire nous a montré. Donc, vu que ces zones sont déstabilisées, qu'est-ce que ça pousse? Ça pousse une immigration massive. Les jeunes, les Africains vont mourir dans la Méditerranée pour venir quoi? Se retrouver ici en France à faire quoi? La majorité, je ne te parle pas des exceptions, la majorité. Travailler dans des usines, dormir à la Seine, tout et consorts, de temps en temps, ils ont des petits jobs dans des usines, euh, dans en tout cas des petits boulots, de rien du tout. Et c'est comme ça que le petit bonhomme va faire son chemin petit à petit jusqu'à avoir
à être intégré, si par chance et si par chance, peut-être à pouvoir, je sais pas moi, former une famille. Mais c'est pas tout le monde qui réussit. Ça, c'est ce que la France veut. Et si ton pays d'origine est déstabilisé, qu'est-ce que ça entraîne? La fuite des cerveaux. Les cerveaux du pays vont venir se réfugier en France, s'installer en France, ce qui va leur permettre maintenant de travailler au profit des entreprises françaises. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Mais il faut encore avoir un esprit critique pour pouvoir avoir un grand recul. Je te conseille d'aller suivre les archives des l'INA. Voilà. Moi, je ne peux pas publier sur YouTube, sinon YouTube bloque en général parce ils ont des droits d'auteur. Mais toi, en tant que particulier, ben, va suivre cela et puis tu viens me dire dans les commentaires voilà, tes opinions, tes arguments. C'est ça que j'avais à partager avec toi. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.